Je vais arrêter ça tout de suite, hop. Bonjour tout le monde, ça me fait super plaisir de vous retrouver, c'est Queen Apple. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez pu profiter des super conférences qu'il y a eu toute l'après-midi. Et je suis là pour vous dire que vous avez énormément de chance parce que c'est pas fini. Ok, c'est la dernière pour aujourd'hui, mais il y en a jusqu'à jeudi. Donc vous allez manger de la conférence et vous allez aimer ça. Donc bienvenue sur cette conférence où on va parler de sound design et de création avec Clément Duquesne. Comment ça va Clément ce soir? Est-ce que tu es prêt pour ta première conf, pour ta conf de l'Adon 2020? Adon 2020 donc, qui se déroule sur Twitch cette année, hein, pour les raisons que vous connaissez, de confinement, de Covid, de virus, mais quand même avec beaucoup d'amour. C'était très kitsch. Ah, il n'y a pas de son. Alors qu'il devrait y avoir du son. Merveilleux. Pas le son de Clément. Clément, est-ce que tu vas mieux maintenant? Bah, je sais pas. Ouais, tu vas beaucoup mieux là maintenant, n'est-ce pas? Ça va très bien, oui. Vous voyez qu'il va bien. Vous aviez peur. Je vais pas lire sur mes lèvres. Non, bah ouais, franchement, ils font pas d'efforts. C'est une conférence sur le son où on ne va pas écouter la personne, le sound designer, ça va être merveilleux. Donc Clément, tu es actuellement game audio designer avec bientôt 10 ans d'expérience. Félicitations Clément. Tu as commencé par des études en musique et en musicologie avant de te spécialiser en sound design de jeux vidéo à l'Engine. Et en 10 ans, tu as participé à de nombreux projets, hein, donc évidemment des projets vidéoludiques, notamment lors de Game Jam par exemple, mais également des vidéos et des projets culturels transmédia, plutôt artistiques transmédia, des œuvres. Après quelques années chez Ubisoft, tu t'es retrouvé à travailler pour le studio Pixel Reef qui a été fondé par Eric Chahi. Alors pour les gens, je pense que tout le monde situe à peu près Eric Chahi, mais je reprécise rapidement. C'est une personnalité du jeu vidéo très connue pour avoir créé Another World et Heart of Darkness dans les années 90. Tu as été recruté en tant que designer et programmeur audio pour son nouveau projet, donc Paper Beast, un jeu VR d'exploration dans un monde fantasmagorique avec des pointes de surréalisme. C'est un jeu vraiment très très beau. L'idée, c'était de faire ressentir aux joueurs et aux joueuses une véritable interaction avec un écosystème du coup qui serait réaliste. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, sachant que Eric Chahi a cette petite particularité, je trouve, d'être toujours attiré par ce qui est un peu la nouvelle mode technologique. Enfin, il a toujours été dans des plans très ambitieux technologiquement par rapport à son époque. Et donc aujourd'hui, il est allé sur la VR. Et j'imagine que pour toi, ça a eu plein d'applications nouvelles. Est-ce que tu avais déjà travaillé sur de la VR auparavant ou pas du tout? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je crois aucun membre de l'équipe de développement. Donc oui, c'était, on a rencontré des obstacles auxquels on ne s'attendait pas. Ouais. Ouais. Et puis, surtout si ça avait été que la VR, ça aurait déjà été un bon challenge. Mais en plus de ça, il y a énormément de features techniques assez ambitieuses dont on va parler après. Ça va. Est-ce que Il y a de quoi faire. Est-ce que tu veux qu'on lance tes slides du coup maintenant? On y va? Bah allez, on peut y aller. Allez, Ouais. c'est parti. Alors, c'est parti tout de suite. C'est bon? C'est parfait. Ah bah Merveilleux. non, c'est pas parfait, c'est ma webcam. Merveilleux. Attendez, je m'occupe de ça tout de suite. Heureusement qu'on a fait des tests avant. Et te revoilà. Au début, je vous empêchais de l'entendre, après je vous ai empêché de le voir. Bienvenue sur la meilleure conf. Je C'est suis bon. enfin libre. Ok. Donc voilà, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est les systèmes audio qu'on a mis en place pour Paper Beast. Donc c'est un talk plutôt technique. Je ne vais pas parler de création sonore. Je vais vraiment parler d'implémentation, de comportement interactif de l'audio. Les principaux thèmes abordés, ça va être la sonorisation de simulation physique, la synchronisation basée sur l'audio et les environnements audio et la spatialisation en VR. Alors, c'est mieux si je peux placer les slides. Donc, Paper Beast, pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc voilà, comme on disait, c'est un jeu d'aventure en VR. Et le pitch, c'est que le joueur ou la joueuse se retrouve propulsé par accident dans un monde virtuel un peu surréaliste où il y a des nouvelles formes de vie qui ont émergé du big data. Et donc, on va
explorer ce monde, on va interagir avec l'écosystème et on va essayer de comprendre et de découvrir les enjeux de ce petit univers. Donc, je vais passer à un trailer pour rendre ça un peu plus concret. Voilà. Donc pour détailler un petit peu ce qu'on vient de voir dans le trailer, un des points centraux, peut-être le point central de Paper Beast, c'est la simulation physique qui gère quasiment tous les éléments du jeu, donc les créatures, les plantes, le terrain et la météo. Donc ce qui fait que les créatures, elles vont pas être gérées avec des animations, mais avec un système de locomotion procédurale. Leurs mouvements ne sont pas écrits à l'avance, ils sont calculés en temps réel. Donc concrètement, ça veut dire qu'elles vont pouvoir s'adapter aux obstacles, glisser si c'est sur du sol glissant, être emportées par des courants ou tomber si on les attrape ou si un prédateur les attrape. Ensuite, il y a tout ce qui est du niveau du terrain, donc il y a une simulation de fluide, un peu comme sur From Dust, un précédent projet de Eric Shea, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Donc l'eau et le sable, en gros, s'écoulent en temps réel. Il y a aussi de l'érosion, et les créatures, elles peuvent laisser des traces dans le sable, elles peuvent creuser ou construire des parages. Et la météo est dynamique aussi, donc on a de la pluie, des tempêtes de sable, l'eau peut geler, s'évaporer, et il y a du vent. Et tout ça, ça affecte le reste de la simulation. Le vent, ça peut aller juste d'une toute petite brise qui fait à peine bouger les plantes à des grosses tornades qui emportent tout sur leur passage. Et donc tous ces éléments, on peut interagir avec, on peut attraper les créatures, on peut les aider à franchir des obstacles, et on a aussi des outils pour manipuler le terrain et la météo, soit de façon directe, soit de façon plus indirecte. Donc forcément tout ça, ça a eu énormément d'implications, ça a été notre point de départ pour le design des systèmes audio. Ça a défini les gros enjeux qu'on allait aborder. Donc le premier, c'est que dans Paper Beast, au centre, au cœur de l'expérience, c'est vraiment l'immersion en VR, et c'est une immersion dans un univers assez étrange, où il y a assez peu de références au monde réel ou à des tropes du jeu vidéo, des tropes qu'on aurait rencontrés avant. Donc ça nous a poussé à investir vraiment beaucoup d'énergie pour que les comportements audio soient précis et ils soient cohérents. Donc, la synchronisation, la spatialisation, la propagation, c'était des outils pour nous pour que les joueurs et les joueuses puissent accepter cette nouvelle réalité, aussi bizarre qu'elle soit, et qu'ils puissent y croire. Ensuite, la deuxième chose, c'est la simulation physique, qui est ultra dynamique et qui donne des situations complètement imprévisibles, avec beaucoup d'émergences, beaucoup de combinatoires. Et pour nous, ça implique que l'audio soit très dynamique également, et que quelle que soit la situation qui se présente à nous, on puisse y répondre de manière appropriée. Et le dernier point, donc, c'est la VR. La VR, donc la particularité, c'est que ça rend les joueurs et les joueuses beaucoup plus conscients et beaucoup plus critiques de leur environnement audio, avec l'immersion à 360, le head tracking. Et on a trouvé vraiment que ça changeait la donne et que ça mettait la barre pour l'audio interactif beaucoup plus haut. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que l'audio a été abordé assez tôt dans le projet. Et l'équipe audio était d'ailleurs plutôt conséquente pour un projet de cette taille-là. Pour 12 personnes dans l'équipe de dev, il y avait 3 personnes en audio. Donc, c'est quand même un quart de l'équipe. Donc, il y avait Floriane Pochon pour la création sonore. Donc, Floriane, c'est une artiste sonore qui a une grosse affinité avec les sons organiques et pseudo-animaux. Et donc qui est à la base aussi spécialisée dans les créations radiophoniques. Ensuite, il y a Rolly Porter pour la musique, qui est un compositeur anglais de musique ambiante électronique.
Et je vous conseille d'aller écouter ce qu'ils font tous les deux, c'est vraiment très chouette. Et d'ailleurs, c'était tous les deux leur première incursion dans le monde du jeu vidéo, ce qui était assez rafraîchissant parce qu'ils avaient un regard super neuf sur toutes les questions qu'on a pu se poser. Et donc enfin, la troisième personne, c'est moi-même pour la partie technique, donc intégration, mais aussi conception et programmation des systèmes audio. Et ensuite, donc, côté outils, on a utilisé, bon, c'est assez classique, on a utilisé Unity. Bon, c'était un Unity quand même assez modifié. Wise, qui nous a permis d'avoir plein de features audio assez avancées sans y passer trop de temps. Et on a utilisé aussi les features audio du PSVR, puisque c'était notre plateforme target, quoi. Donc, maintenant que j'ai présenté un peu le projet, je vais aborder les principales features audio de PaperBeast et je vais essayer de m'en servir pour discuter un peu plus généralement des stratégies qu'on a développées sur chacun des sujets. Donc, d'abord, il y a les créatures et comment mettre de l'audio sur les simulations physiques. Ensuite, les vocalises des créatures et la synchronisation basée sur l'audio. Et pour terminer, les environnements audio et la spatialisation en VR. Voilà, donc les créatures. Donc là, sous vos yeux, un échantillon du bestiaire de PaperBeast. Donc, pour vous montrer un peu ce qu'on a dans le jeu. Donc, c'est des créatures super variées avec des tailles différentes, des formes différentes, des matériaux différents, des nombres de pattes différents. Il y en a certaines qui ont de la fourrure, d'autres non. Et, euh, et là, bon, on le voit pas ici, mais ils ont aussi des comportements gameplay assez différents aussi. Donc toutes ces créatures, elles ont été créées dans un éditeur maison qu'on a appelé Polytool et qui est directement dans Unity. Donc ce qui fait que les designers peuvent créer les créatures à la volée, changer des points, changer des contraintes, euh, rajouter des mèches. Enfin, ils peuvent éditer toutes les créatures assez rapidement et de manière assez flexible. Et ça aura son importance pour la suite. Donc les grosses particularités de nos créatures, comme je disais tout à l'heure, elles n'ont pas d'animation au sens classique. Elles ont juste un comportement en code. Donc elles ont des intentions de mouvement. J'ai envie de mettre ma patte là, j'ai envie de mettre ma patte ici. Mais en pratique, il peut se passer n'importe quoi. Si la créature glisse, si elle se fait attraper par le joueur ou par une autre créature. Et puis aussi, vu que comme le terrain est mou, elle peut être enterrée, le sol peut s'effondrer sous elle, et puis il y a aussi l'eau et les courants qui rendent le tout encore plus complexe. Donc la conséquence de tout ça pour nous en audio, c'est que la seule source d'information sur laquelle on peut s'appuyer pour jouer des sons, c'est les données du moteur physique. Donc avec ce cadre et ces contraintes-là, nous, ce qu'on voulait en côté sonore, c'était avoir un résultat qui soit bien réactif, précis et cohérent par rapport à la simulation physique. On voulait avoir des outils qui soient aussi rapides et flexibles que ceux des designers, parce que sinon, on n'allait pas s'en sortir. Et surtout, on voulait arriver à donner une personnalité et une identité sonore à chaque créature, histoire qu'on n'ait pas l'impression d'avoir des morceaux de son un peu agglomérés qui font les sons des créatures, mais arriver à ce que chaque créature forme un tout cohérent en côté audio. Donc, comment est-ce qu'on a approché ce sujet-là? Bon, le truc qu'il faut savoir, c'est que la physique, les simules fluides, tous les systèmes très dynamiques avec une granularité un peu fine, c'est un gros challenge pour l'audio interactif. Avec la physique, ce qu'on a comme base de travail, c'est ça. C'est des gros flux de données continus, complètement imprévisibles et qui proviennent de partout dans la simulation. Et ce qu'on veut à partir de ça, c'est jouer des sons. Et, des sons en nombre très limité, c'est-à-dire qu'au max, on va en entendre une douzaine max à un moment donné. Et en plus, c'est des sons qui, donc par essence, ont une grosse contrainte temporelle. Une fois qu'on joue un son, il va se dérouler plus ou moins comme on l'a prévu, mais on ne peut pas trop revenir en arrière, quoi. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à passer d'un univers à l'autre, et ces deux univers très différents, donc l'univers de la physique et l'univers de l'audio. Et voilà, ces deux univers avec des contraintes, des dynamiques et des formats qui n'ont pas grand-chose en commun. Donc le gros du travail, c'est arriver à traduire les données physiques, les interpréter et arriver à en extraire du sens et les transformer pour qu'elles soient utilisables par l'audio.
Donc, pour gérer ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des petites unités de comportement, enfin, c'est de comportement audio, c'est des scripts qu'on a appelés les sound sources. Donc, leur boulot au sound source, ça va être d'analyser une interaction physique en particulier. Donc, par exemple, les frottements, les impacts, les mises en tension. Et elles vont analyser cette interaction pour un ensemble de points bien définis. Donc, elles vont être instanciées et à chaque instance, on va assigner un ensemble de points bien définis. Donc, pour faire cette analyse-là, la première étape, ça va être de préparer les données. Parce que donc, quand on parle de données physiques, concrètement, c'est des positions, des vitesses, des informations de collision. Et ces données, elles ne sont pas prêtes à l'emploi. Il y a beaucoup de bruit. Elles sont assez instables. Et donc, par exemple, si on observe ce qui a l'air d'être une collision toute bête, et ben, si on regarde de plus près, on voit que c'est en fait une succession de frames où ça collisionne plusieurs fois de façon intermittente avec plusieurs vélocités différentes. Donc, il faut d'abord arriver à filtrer et à interpréter les données physiques. Et ensuite, on va les traduire en instructions audio. Et ces instructions audio, donc c'est des événements audio, donc lancer une boucle, arrêter une boucle, et des paramètres audio. Donc dans Wise, ça s'appelle des RTPC pour contrôler des volumes, des pitchs et des filtres. Donc ça, c'est la vue d'ensemble des sound sources. Donc pour donner un peu une idée de ce qu'on avait, donc les sound sources, on avait un type différent par interaction physique. Et celle-ci, c'est celle qu'on a le plus utilisée. Donc, il y avait Move, Impact, Slide, Tension, Immersion, Shake et Bind. Et donc, chacun de ces types de sound source avait pour tâche d'analyser une interaction bien précise avec un procédé différent dans chaque cas et pour piloter ensuite un ensemble d'événements et de paramètres audio bien spécifiques. Donc, maintenant, on va prendre l'exemple de la sound source Move. Qui est la sound source qui est utilisée pour sonoriser les déplacements simples d'objets physiques. Et voilà, on va détailler un peu la sound source Move. Donc, on prenait 3 inputs pour cette sound source, la vitesse, l'accélération et la position. Donc, ces valeurs, on les récupère sur les points qui sont attachés à la sound source. Et ensuite, donc à partir de la vitesse et l'accélération, on combine ces deux valeurs, on les ajuste un peu pour faire une intensité. Donc, l'intensité, c'est une valeur arbitraire qu'on calcule par point. Ensuite, à partir de cette intensité, donc on fait la moyenne entre les points et avec un système de seuil, on déclenche et on arrête une loupe. Donc une boucle audio dans Wise. Ensuite, cette moyenne, on la lisse aussi dans le temps et on l'envoie sous forme de RTPC à Wise. En parallèle de tout ça, pour les positions, on fait le barycentre des positions qu'on pondère par l'intensité des points. On lisse aussi le barycentre, le déplacement du barycentre dans le temps et on l'envoie à Wise, donc ça va être la position de l'émetteur audio. Donc voilà, ça c'est la vue d'ensemble. Et maintenant, je vais expliquer un peu en détail chaque étape du processus. Et je vais commencer par le calcul de l'intensité, donc par la combinaison de la vitesse et l'accélération. Donc ça, en fait, c'est pas bien compliqué, c'est juste un mélange de somme et de produit entre la vitesse et l'accélération avec des coefficients. Et ces coefficients, donc là, C1, C2, C3, ils vont être définis par les sound designers pour chaque créature et chaque sound source. Donc ça permet de régler vraiment finement l'influence de la vitesse et l'accélération dans chaque cas. Donc parfois, on a envie que l'accélération, ce soit elle qui affecte plus l'audio. Par exemple, quand on a nos créatures en origami, on a envie d'avoir un son de papier qui se froisse à chaque fois qu'on a des gros changements de direction. Donc ça va être plus l'accélération qui va nous intéresser. Et dans d'autres cas, par exemple, on a un parachute qui fait des whoosh. Là, on a envie que ce soit plus la vitesse qui impacte le son du whoosh. Donc voilà, ça permet d'ajuster ça. Et ensuite, à partir de cette intensité, donc comment est-ce qu'on arrive aux instructions audio qu'on envoie à Wise, donc c'est-à-dire les événements, enfin donc on démarre, on arrête la boucle et on envoie des RTPC. Donc d'abord, on parle de cette valeur d'intensité. Et le souci, donc, c'est que elle est instable en fait. Elle contient beaucoup de bruit, comme je disais. Donc, si on met un seuil de déclenchement de l'audio, en fait, ça va démarrer et arrêter le son à intervalles super rapprochés. Donc là, on voit en bleu sur le petit graphique. Les zones en bleu, c'est quand on lance le son, et en blanc, on l'arrête.
Donc ça, ce genre de truc, c'est pas viable en audio, ni d'un point de vue esthétique, ni d'un point de vue technique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un comportement d'hystérésis. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seuil, on en a deux. Au-dessus du seuil supérieur, on lance le son, et en dessous du seuil inférieur, on stoppe le son. Donc ça fait des départs et des arrêts de son qui sont beaucoup plus clean. On peut comparer un peu. Voilà, avec et sans. Et donc par-dessus ça, on va en plus rajouter des seuils temporels aussi. Donc c'est un cooldown et une durée minimum. Donc voilà, ça clarifie encore plus. Et surtout, ça garantit que Wise n'est jamais submergé par les appels audio, et aussi que les sons, ils ont bien le temps de fade in et fade out à chaque fois. Et en parallèle de tout ça, la valeur d'intensité, on va aussi la lisser et l'envoyer en tant que paramètre audio à Wise. Donc, si on refait le cheminement complet, voilà, on part un seuil tout simple, avec de l'hystérésis, avec cooldown et durée minimum, et puis voilà, la valeur lissée pour le RTPC. Et voilà, et oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces seuils d'hystérésis et les cooldowns, ils sont ajustés par créature et par sound source pour pouvoir vraiment que, que ces déclenchements de son ils soient vraiment adaptés à chaque situation. Ensuite, donc, pour ce qui est de la spatialisation, le point important, c'est que la spatialisation est indépendante pour chaque sound source, ce qui veut dire qu'il y a un émetteur audio différent par sound source. Et ça a été assez décisif pour nous en VR. Pour donner un exemple, au début, nos sons de locomotion, donc les footsteps et les footslides, donc on les avait mis dans le jeu, mais ça marchait pas trop bien. C'est-à-dire on les entendait, voilà, il y avait des footsteps, mais il y avait un truc qui marchait pas. Et donc on a décidé de mettre un émetteur par patte. Et là d'un coup, on était vachement plus convaincus. Et donc après, de façon générale, on a essayé d'être vraiment le plus spécifique possible dans le placement de chaque son. Donc c'est un truc, ça, dans les jeux flat screen, donc c'est-à-dire non VR. Dans les jeux flat screen, c'est un truc où c'est souvent beaucoup plus permissif. Par exemple, quand on a des humanoïdes, on spatialise tout sur une seule position. Les voix, les follets, les footsteps, on met tout au même endroit. Et en fait, c'est OK, on s'en rend pas compte, ça marche bien. Mais en VR, on peut pas faire ça, il faut vraiment être plus précis. Et d'ailleurs, dans Paper Beast, ouais, à peu près tout ce qui était plus gros qu'un ballon de foot, on a mis plusieurs émetteurs, sinon ça marchait pas. Donc ces émetteurs, ils étaient placés plus précisément sur les points, donc on assignait au son de source, mais quand il y avait plusieurs points, donc c'est là qu'on faisait un barycentre. Donc l'idée, c'était d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'endroit où l'événement physique avait l'air de se produire visuellement. Donc je vais donner un exemple pour que ça soit un peu moins flou. Donc là, on a une créature qui fait un son de froissement de métal quand elle bouge. Et là, on va entendre donc le froissement de métal qui va suivre le barycentre de l'intensité du mouvement. Donc les petits points qu'on voit en rouge, c'est les points qui sont attachés à la sound source, et le gros point, c'est le barycentre. Voilà, voilà. Et donc l'idée avec ça, c'est que pour chaque créature, on puisse faire du sur-mesure. Donc qu'on puisse mettre autant de sound sources qu'on veut, et qu'on puisse les assigner aux points qui nous intéressent. Donc là, l'exemple qu'on a sous les yeux, c'est Cage. C'est une des plus grosses créatures qu'il y a dans le jeu. Et on peut voir qu'elle a déjà 3 sound sources rien que pour les mouvements du corps, enfin pour les craquements, quoi. Donc il y a la tête et le cou, la partie gauche du corps et la partie droite du corps. Et donc ça permet que quand on se déplace sous la créature, on entend en fait les jambes tout autour de soi qui bougent, et ça, c'est assez sympa en VR. Et on peut voir aussi là sur le schéma qu'il y a la sonde source d'immersion qui se retrouve placée au barycentre des jambes qui sont immergées. Voilà, tout ça, ça bouge en fonction de la situation. Et là, on a un autre exemple pour le Papyvorus, qui est une créature beaucoup plus petite, beaucoup plus simple. Donc on voit qu'on a un set de sound sources différents qui est lui aussi beaucoup plus simple et qui est assigné à des points différents. Donc maintenant, je vais parler un peu des sound sources de locomotion qui étaient un petit peu à part. Donc elle gérait les footsteps et les footslides.
Elles avaient un émetteur par patte, celle-là. Et donc, comme les autres sont de source, il y avait aussi un système d'intensité avec des paramètres pour qu'on puisse entendre un pas fort, léger et un slide rapide ou lent. Voilà. Et alors, un obstacle assez important qu'on a rencontré, c'était d'avoir un résultat convaincant quand les créatures se font des cycles de déplacement complets. C'est-à-dire que quand on manipulait juste les créatures comme ça, qu'on leur faisait faire un footstep par-ci, un footstep par-là, un footslide par-là, bah, ça sonnait bien. Mais dès qu'on les faisait marcher longtemps et se déplacer, bah, là, il y avait un truc qui allait pas avec la démarche. Euh, le truc, c'est que dans la réalité, quand on entend un animal, on entend, surtout quand il se déplace rapidement, on n'entend pas des pas individuels, on entend vraiment un rythme global, quoi. Et ça aurait dû être plus ou moins automatique avec nos paramètres audio, parce que voilà, chaque pas réagit à l'intensité physique en audio. Mais en fait, en pratique, on se retrouvait souvent avec un effet un peu machine à écrire, où les pas faisaient tac, 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 trop régulier, et c'était pas très sympa, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a triché et on a rajouté des paramètres statiques sur chaque patte pour donner un offset de volume, de pitch et de filtrage. Donc là, on voit pas super bien, mais sur l'image, c'est ça qu'on voit. Et donc ça, en fait, c'est pour simuler comme s'il y avait une répartition du poids qui est un peu hétérogène sur les différentes pattes de la créature. Donc ensuite, chaque footstep et chaque footslide est affecté par ces paramètres audio statiques. Et ce qui fait que quand la créature se déplace, ça rythme artificiellement la démarche et ça donne un résultat un peu mieux. Voilà pour la locomotion. Et donc voilà, je vous propose un petit exemple in-game pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir. Voilà. Et voilà. Bon, je m'excuse un peu pour les misères que j'ai fait subir à cette pauvre créature, mais bon, c'était pour la bonne cause. Donc voilà, pour faire un peu le bilan de toute cette première partie, donc les points positifs qu'on a retirés de toute cette approche-là, donc ça nous a fait quand même un workflow assez efficace et assez rapide, qui laisse pas mal de liberté dans la création. C'est-à-dire que nous, on partait des assets, on imaginait quel type de son la créature allait produire, et en fonction de ça, on choisissait l'agencement des sound sources. On se disait, bon, ça, ce son-là, d'où est-ce qu'il va provenir sur la créature? Et ensuite, à quel type d'interaction il est lié? OK. Et donc, on les plaçait comme ça sur la créature et c'était assez fluide. Et donc, c'est un peu lié, mais l'avantage du système, c'est que ça laissait aussi pas mal de place au sound designer. Il y avait pas mal de réglages qui étaient accessibles pour corriger le tir si jamais ça marchait pas direct. C'était pas un système trop rigide, quoi. Et le dernier point qui était cool, c'était la structure modulaire. Ça a rendu le tout assez flexible et on a pu itérer dessus, ce qui a fait que à la fin, c'était plus utilisé seulement pour les créatures, mais pour tous les objets physiques, alors que bon, c'était pas le cas au début. Et un autre, voilà, et ça a permis aussi qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau comportement gameplay ou un nouveau comportement physique qui arrivait dans le jeu, on pouvait faire des nouveaux types de sound source qui puissent faire cette analyse spécifique pour ce nouveau comportement, et ça restait dans le même pipeline. Mais, donc oui, parce qu'il y a forcément un mais, le point moins positif, c'est que c'était assez lourd en CPU, parce que forcément, chaque créature, du coup, pouvait lancer un nombre un peu indéterminé de sons avec ses sound sources, et ça pouvait vite faire exploser la polyphonie si on ne surveillait pas. Donc Wise, il a des features pour gérer ça, mais il est quand même assez vite limité parce qu'il a pas beaucoup d'infos finalement sur ce qui se passe, et il n'a pas assez d'infos pour faire cette gestion-là des voix de manière intelligente. Donc ce qu'on a dû faire, nous, c'est faire un système de gestion des voix maison
plus haut niveau, donc enfin, en amont dans Unity, pour gérer tout ça, avec des priorités sur les sound sources qui sont en fonction de la distance et aussi de facteurs qu'on définit nous-mêmes. Donc ça a été pas mal de boulot, mais bon, c'était vraiment nécessaire et ça nous a beaucoup, beaucoup simplifié le travail après. Et ça a fait qu'on a eu moins de compromis à faire sur le niveau de détail par la suite. Donc si on avait peu de choses qui se passaient à l'écran, bah, du coup, ça rend l'audio avec le max de détails. Et par contre, si on a beaucoup de choses qui se passent, eh ben, ça va réduire le nombre de détails, mais peu importe parce qu'en fait, les événements les plus sonores, ils remplissent déjà largement l'espace audio. Voilà, voilà. Et ben, c'est tout pour les créatures et la physique. Et je vais pouvoir passer aux vocalises et à la synchronisation par l'audio. Donc c'est-à-dire, comment on a dirigé l'animation et certains autres trucs aussi avec l'audio. Donc pour parler un petit peu des vocalises, dans Paper Beast, donc les créatures, elles font des vocalises quand elles sont manipulées, quand elles sont, effrayées, blessées, ou juste curieuses. On en a entendu quelques-unes, je crois, dans la vidéo d'avant. Et un élément, c'est un élément assez central pour donner l'impression que les créatures sont vivantes, qu'elles ont une âme et pouvoir créer une connexion avec les joueurs et les joueuses quand ils jouent. Donc nos intentions, nous, pour les vocalises, c'était d'avoir des sons assez atypiques et qui évoquent rien de trop familier et rien de trop vocal. Donc Floriane, elle a utilisé plein de matériaux non vocaux pour faire ses vocalises, donc des glitches, des bruits de carton, des flûtes, des crissements de feutre. Et donc, je vais vous faire écouter quelques exemples du jeu. Ça, c'est le prédateur, c'est du carton. Ça, c'est Cage, donc c'est des glitches électromagnétiques. Je crois qu'il y a quand même un poney là-dedans. Là, c'est Cotillon, donc c'est des crissements de feutre. Le Papyvorus, c'est une flûte. Et The Tape, c'est des bruits de bande magnétique. Donc le challenge avec ces sons, c'est d'arriver à les connecter au visuel. Parce que donc, nos créatures, elles ont déjà un look assez étrange. Et donc, quand on rajoute en plus des sons étranges, eh ben, il faut trouver quand même un moyen pour arriver à lier le tout ensemble. Et à faire que le joueur, quand il entend ces sons, il ne se dise pas oula, c'est quoi, ça vient d'où, mais qu'il arrive vraiment à les identifier comme les voix et qu'il accepte ça et sans se poser de questions, qu'il le comprenne directement. Donc, pour répondre à ça, ce qu'on s'est dit, c'est comme on a des créatures flexibles, parce qu'elles sont entièrement physiquées, qu'on n'a pas d'animation, et d'ailleurs on n'a pas d'animateur non plus, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'audio pour piloter l'animation? Donc ça pose la question, comment on va faire pour analyser l'audio et en extraire des données qui soient utilisables? Donc là-dessus, notre stratégie, ça a été d'analyser en amont les assets audio des vocalises et ensuite de pouvoir restituer les données d'analyse en temps réel. Donc ça a plusieurs avantages, c'est que ça permet de préparer et de pré-traiter au cas par cas les données. Ça permet d'anticiper parce qu'on sait à l'avance en fait le contenu des sons qui sont en train de jouer. Et ça permet aussi de ne pas prendre en compte les traitements temps réel. Donc par exemple les atténuations si une créature est loin, les effets, tout ça, du coup c'est pas pris en compte par l'analyse. Donc notre workflow global, je vais vous en donner une petite vue d'ensemble avec donc d'abord l'analyse audio qu'on faisait avec Sonic Annotator, j'en parlerai plus tard. Donc dans cette analyse, on extrayait des courbes de pitch et de volume. Ensuite, on ajuste ces courbes-là et on peut les combiner aussi dans des outils qu'on a développés à l'intérieur d'Unity. Et ensuite, à l'exécution, quand un son est joué, il envoie une callback. Le jeu récupère la courbe qui correspond au son et il transmet cette courbe à soit l'animation, soit le script, le module de script nodal, ou il peut l'envoyer n'importe où dans le code du jeu. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail de chacune de ces étapes-là. Donc d'abord l'analyse. Donc comme je disais, on se servait de deux logiciels en fait qui s'appelaient Sonic Annotator et Sonic Visualizer. C'est des logiciels open source et ils permettent d'extraire n'importe quel type d'analyse audio et de les visualiser. Donc dans notre cas, les données qu'on a extraites, c'était l'amplitude, donc plus ou moins le volume, le pitch centroid et le spectral centroid. Donc ça, c'est deux méthodes différentes pour approximer la hauteur d'un son. Et l'avantage avec Sonic Annotator, c'est qu'on peut lancer les analyses en batch via ligne de commande.
Et donc, nous, on le lançait directement depuis Unity. Donc, dans Unity, ça ressemble à ça. On sélectionne les assets audio qu'on veut analyser. Ensuite, on lance l'analyse. Et après, on peut prévisualiser les courbes tout en écoutant les sons en superposé. Et ces courbes-là, ensuite, on peut les tweaker. Donc, on a un ensemble de paramètres pour les sculpter. Donc, les sculpter, ça permet de faire en sorte qu'elles soient plus intéressantes à exploiter pour l'animation ou autre chose. On peut aussi les normaliser, donc choisir si c'est par fichier ou par ensemble de fichiers. Et on peut aussi créer des mix curves où en fait, on hybride le pitch et le volume pour essayer de faire une courbe qui reflète mieux l'intensité perçue du son. Donc, on fait ces courbes-là selon un ensemble de paramètres aussi qu'on peut régler. Et on a d'autres options aussi. Donc, on peut utiliser des fichiers sonores alternatifs pour l'analyse audio. Donc ça permet, si on veut analyser un seul layer du son ou si on veut enlever des fréquences parasites qui gênent pour l'analyse, du coup, voilà, on peut mettre un fichier alternatif. Et on peut aussi même carrément dessiner soi-même sur les courbes si on n'arrive pas à avoir le résultat qu'on veut avec les analyses. Donc, si on regarde de plus près, là, on a les courbes de pitch, de volume, et on a aussi deux mix curves. Donc là, les mix curves, voilà, donc ils servent à essayer d'avoir une courbe qui traduit mieux l'intensité du son, et elles existent en deux modes, un mode absolu et un mode modificateur de vitesse. Donc, je vais expliquer un peu ces deux modes. Donc, le mode absolu, c'est un mode où le mouvement va suivre l'intensité du son, comme ceci. Et le mode modificateur de vitesse, c'est la vitesse du mouvement qui suit l'intensité du son. Donc, en fait, cette courbe, c'est l'intégrale de la précédente pour les détails techniques. Et donc, ces courbes-là, on les utilise aussi mélangées. Donc là, par exemple, chacune des courbes affecte indépendamment un axe de l'animation. Et donc ensuite, concrètement, comment on fait pour dire quels axes de translation et de rotation sont impactés dans l'animation? Parce que là, les courbes audio que je vous ai montrées, en fait, elles sont abstraites et elles renvoient juste une valeur entre 0 et 1, mais elles ne disent pas comment ça va bouger vraiment. Donc pour ça, on utilise des proto-animations, donc c'est-à-dire des animations toutes simples. Donc là, on voit, il y a la rotation en X, Y, Z et la translation en X, Y, Z. Et donc, c'est voilà, des animations toutes simples qui donc en horizontal, elles n'ont pas le temps, elles ont la valeur qui est renvoyée par la courbe audio. Donc, en fait, les courbes audio, elles servent à parcourir les proto-animations. Et au-dessus, on a un masque, donc un tableau qui sert à assigner à chacun des axes de l'animation une courbe audio. Donc, je vais vous donner des exemples pour que ça soit un peu plus concret. Donc là, c'est The Tape qui va hurler. Voilà. Maintenant, le Papyvorus. Et pour finir, Paper Strip, qui montre bien, celui-ci d'exemple, il montre bien l'utilisation des courbes modificateurs de vitesse. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, donc en fait, là, ce qu'on a vu, parfois, il y a un petit mouvement là où elle s'ébroue. Donc, elle fait un petit mouvement tête droite-gauche, là. Et ce mouvement, donc, il est un peu plus écrit que les autres animations, c'est-à-dire que dans la proto-animation, on voit, elle fait vraiment droite-gauche, mais par contre, elle le fait de manière super mécanique, super régulière. Et en fait, c'est la courbe modificateur de vitesse qui va moduler la vitesse à laquelle cette animation est lue, et du coup, qui va faire ce rapport assez
assez rapproché entre l'audio et le visuel. Voilà, j'espère que c'était clair. Et donc voilà, donc, pour terminer sur les vocalises, donc les points positifs qu'on en a tirés, c'était, déjà ça a permis quand même de faire plutôt bien fonctionner les assets de vocalises, c'est-à-dire que ça crée un son, un lien assez fort entre l'audio et les visuels. Et un autre avantage, c'est que ça fait de la diversité dans l'animation, parce qu'en fait, à chaque variation, de fichier audio, à chaque variation de vocalise, ça fait une animation différente. Et ça, donc, ça fait de la diversité à moindre coût. Et donc bon, un autre truc, cool, c'était que, la méthode est assez flexible et on peut l'utiliser, en fait, dans pas mal de situations pour driver un peu ce qu'on veut. Donc on l'a utilisé notamment pour driver des FX, mais en fait, ça pourrait être, autre chose aussi. Et nous, ça nous donne envie dans des projets futurs, d'enrichir, encore cette méthode avec des nouvelles analyses, des nouveaux pré-traitements pour les courbes et d'appliquer ça encore à des nouveaux champs. Enfin voilà, il y a du potentiel. Alors rassure-toi pour tes slides, le chat t'a félicité plusieurs fois sur le niveau pédagogique que tu avais mis dedans. Et aussi, je crois qu'on est nombreux et nombreuses à vouloir adopter les créatures maintenant. Donc il va falloir ouvrir Oui, c'est un possible, je peux stand. passer mon RIB, tout à l'heure. Je te laisse continuer. Non, mais par contre, vous pouvez jouer à Paper Beast. Bon, ça, faut avoir un PSVR, mais vous pouvez jouer à Paper Beast. Alors, oui, donc en complément de tout ce chapitre-là sur les vocalises, je voulais dire aussi que cette approche-là de contrôler la simulation et le gameplay via l'audio, on a essayé de ne pas le limiter aux analyses audio et aux animations, et on a essayé de l'appliquer à tout le jeu avec le système qui est plus simple des marqueurs audio. Donc c'est très simple, il y a des marqueurs dans les fichiers audio. Quand on passe sur un marqueur, ça envoie une callback et ça déclenche une action dans le jeu. Souvent, c'est l'animation qui tient ce rôle-là d'envoyer des marqueurs aux autres corps de métier pour qu'il se passe des choses dans le jeu. Mais comme là, on n'avait pas d'animation, c'est l'audio qui a pris un peu ce rôle. Et c'est cool parce que ça fait vraiment de la synchronisation à moindre effort. Et en plus de ça, ça libère vraiment la créativité parce que souvent en audio, on a des grosses contraintes pour le découpage des assets. Par exemple, si on a un son avec une grosse montée qui prépare une explosion, ça monte et ça pète. Et ben, la plupart du temps, comme forcément l'horloge audio et l'horloge du jeu vont se désynchroniser, et ben nous, on doit découper entre l'explosion et la montée et essayer de faire une transition comme on peut dans Wise entre les deux. Alors que finalement, quand c'est tout le monde qui se synchronise sur l'audio, et ben on fait notre asset comme on veut avec la belle transition, qui en plus c'est assez important comme transition. On fait cette belle transition là et le reste se synchronise sur nous. Donc ça, c'est cool. Donc pour rendre ça encore plus simple, ce qu'on avait fait, c'est un workflow de first marker. Donc c'est-à-dire que on avait un langage de script nodal et quand on lançait un son dans ce truc de script nodal, on pouvait cocher une case qui disait wait for first marker. Donc ça voulait dire qu'on allait lancer un son, mais on n'allait pas passer à la suite tant qu'on n'avait pas atteint un marqueur. Donc ça, c'est pratique parce que souvent dans les sons, on a besoin que de mettre un marqueur, on n'a pas besoin de plus. Et ça permettait du coup d'utiliser ça vraiment à la chaîne sans avoir besoin à chaque fois de faire intervenir du code ou autre chose. Après, forcément, quand on utilise des systèmes comme ça, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'à un moment, on fait passer le flow du jeu dans les mains d'un middleware, en l'occurrence Wise. Et ça ne plaît pas aux programmeurs et à raison parce que ça peut casser le flow du jeu de manière assez irrémédiable. Donc, il faut bien mettre des fallbacks à chaque fois et on a essayé de le faire systématiquement. Et voilà, donc ça conclut la partie. Et maintenant, je vais passer aux environnements audio et à la spatialisation en VR. Donc sur ce sujet-là aussi, on a rencontré des difficultés sur Paper Beast et ces difficultés, elles étaient quasiment toutes liées aux spécificités de la VR. Premièrement, il y a une chose, c'est qu'avec les jeux flat screen, donc non VR, l'environnement audio, il a un peu un rôle d'illustration. Donc, c'est-à-dire on peut évoquer de manière assez libre ce qu'on veut faire imaginer aux joueurs, l'atmosphère dans laquelle on veut le plonger. En VR, c'est pas tout à fait ça. L'environnement, il a moins le rôle d'arrière-plan parce qu'il est vraiment tout autour de nous et on est en immersion dedans. Et il faut arriver à donner l'illusion de présence. Et donc, dans cette illusion de présence, l'audio, il a un rôle super central. Et donc, c'est pour ça que l'environnement audio, il faut qu'il ait l'air naturel et cohérent.
Euh, donc voilà, ça c'est un premier gros sujet. Ensuite, il y a le fait qu'on a moins de choix quand on design des ambiances en VR. En flat screen, on peut suggérer quand même pas mal de choses qui ne sont pas vraiment là. Et en VR, on peut vraiment regarder en un clin d'œil, on peut regarder si les choses qu'on entend sont vraiment là. Il n'y a pas du tout d'espace hors champ. Donc, ces choses qui ne sont pas là, elles peuvent menacer l'illusion de présence si elles sont trop marquées. Donc, après, on peut mettre des éléments et dire, bah ouais, ils sont invisibles parce qu'ils sont cachés par des obstacles, etc. Mais il faut faire quand même ça prudemment parce que voilà, ça peut vite menacer l'illusion. Et le troisième point, c'est les extérieurs en VR. Donc, quand on fait des intérieurs en VR, donc, on a souvent des sons de machines, d'appareils électriques, ou en tout cas des objets qui sont dans un champ assez proche, qu'on peut résumer à des sources ponctuelles. Et la spatialisation des sources ponctuelles, c'est quelque chose qui est, c'est le truc de base des solutions binaurales. Généralement, elles le gèrent assez bien. Le souci, quand on fait des extérieurs, c'est qu'il faut faire des pattes d'ambiance, et ça, c'est un peu moins évident. Il y a le format ambisonique qui est assez cool si on peut enregistrer en ambisonique et si on fait des trucs plutôt réalistes quand même. Mais si on n'a pas moyen d'enregistrer en ambisonique ou si on veut créer des environnements un peu barrés, pas réalistes du tout, et ben, c'est quand même assez particulier. C'est un pipeline un peu à part de faire des ambiances en ambisonique. C'est pas super rapide, c'est pas super intuitif. Donc, nous, on a préféré pas s'attaquer à ça et on a plutôt cherché d'autres solutions. Et c'est ces solutions-là que je vais vous présenter. Donc, notre stratégie globale pour les ambiances sonores, c'est essayer de brouiller un peu la spatialisation, de perdre le joueur pour qu'il ne puisse pas identifier là où il y a un son qui commence et là où un autre s'arrête. Donc, pour faire ça, on a superposé plusieurs couches avec des spatialisations toutes différentes, ce qui fait que quand on va se déplacer, tourner la tête, on ne va pas entendre juste un fichier audio qui change d'une façon quand même assez précise. On va entendre un enchevêtrement d'éléments qui réagissent tous de façon différente. Et inconsciemment, comme on n'arrive pas à appréhender comment l'audio se comporte, eh ben, on va plus facilement accepter l'illusion que c'est la réalité. Après, chaque méthode de spatialisation, elle convient quand même plus ou moins bien à une situation et à un asset sonore. Donc, on a essayé aussi de trouver des solutions sur mesure pour chaque scène et chaque asset du jeu et essayer de trouver ce qui sonnait le plus juste possible. Donc, c'était aussi pour ça que c'était intéressant d'avoir un arsenal de spatialisation différentes pour essayer de trouver le truc qui marche bien. Donc, concrètement, ce qu'on a utilisé, c'était tout d'abord des sons binauraux statiques non spatialisés, donc c'est-à-dire qu'on balance tel quel dans les oreilles. Donc l'avantage, c'est que ils ont une coloration super naturelle. Quand on les entend, on se dit, on les accepte super vite. On se dit que le son provient de au-delà du casque audio qu'on porte sur les oreilles. Après, l'inconvénient forcément, c'est que ça réagit pas au head tracking et ça peut sonner très bizarre, surtout s'il y a des détails un peu saillants, parce qu'on se rend très vite compte que ils tournent pas comme il faut avec l'environnement. Donc, on les a utilisés surtout pour des textures très homogènes avec des contours un peu indéfinis, par exemple de l'air ou du sable. Ensuite, on a utilisé des quads spatialisés, donc c'est des fichiers 4 canaux. C'est beaucoup plus facile à faire, en tout cas, on a trouvé, que des fichiers ambisoniques. Et quand on les spatialise en 3D, ça donne une bonne profondeur à la scène. Avec le head tracking, ça réagit bien. Donc, c'est assez intéressant. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 4 émetteurs aux 4 points cardinaux à très haute altitude, avec un petit peu de spread, et ça rendait pas mal. Parfois, on les faisait passer dans un plugin binaural, parfois non. Et ce qu'on a fait pour essayer de simplifier encore, c'est d'avoir un mode billboard pour simplifier la création d'ambiance. Donc on a appelé ça billboard parce que ça évoque un petit peu ce qui se fait avec les billboards en graphisme. Donc c'est qu'on crée une ambiance quad avec un seul fichier stéréo. On joue le stéréo sur 2 émetteurs qui vont être orthogonaux. On joue le stéréo une fois de façon normale et sur l'autre émetteur, on le désynchronise en commençant à la moitié du fichier. Et donc ça nous fait en fait un faux quad, mais qui marche pareil qu'un quad. Et en plus de ça, on a mis donc ça c'est assez classique, des FX random en 3D qu'on spatialise, qu'on spawn autour du joueur de manière un peu aléatoire. Donc ça c'est cool parce que ça rajoute pas mal de crédibilité en 3D. Mais après, il faut faire aussi super gaffe parce que si c'est trop saillant, on va tout de suite les regarder et dire mais il n'y a rien, c'est très étrange. C'est vraiment quelque chose qui peut choquer en VR, ça. Donc voilà pour les méthodes de spatialisation pour les ambiances. Et je vais passer maintenant au vent.
qui était un point super important des environnements audio dans PaperBeast. Alors pourquoi le vent? Déjà parce que les environnements dans PaperBeast, ils sont quand même assez arides, c'est-à-dire qu'à part les objets avec lesquels on va interagir, donc les créatures, les quelques plantes, finalement, voilà, et c'est surtout des cailloux et du sable. Et donc, pour habiller tout ça, le vent, c'est quand même un bon candidat parce que voilà, on n'a pas besoin de le voir pour le faire entendre. Mais après, au-delà de ça, il y a aussi que c'était un élément gameplay qui influe sur la physique et tout. Il y avait même des niveaux centrés autour de ça. Donc, c'était vraiment logique de lui donner de la présence en audio. Donc, ça a fini par être le personnage sonore principal de nos environnements audio. Après, la question, c'est comment on le spatialise en VR, parce que c'est quelque chose qui est à la fois immatériel et en même temps c'est omniprésent et en même temps ça bouge tout le temps. Donc il fallait trouver des trucs. Donc pour ça, la stratégie, c'était à nouveau d'essayer de superposer des layers et des détails indépendants pour essayer de brouiller les pistes et de donner l'impression d'un tout vraiment organique. Donc pour la base, ce qu'on a fait, c'est encore des quads spatialisés avec des variantes d'intensité, donc en fonction de vent fort, vent faible, on a fait beaucoup de variations différentes. Et par-dessus ça, on a rajouté un autre layer, donc, qui est le layer de buffeting, donc c'est le son du vent qui s'engouffre dans les oreilles. Et on l'a fait réagir au head tracking, donc c'était une bonne occasion de faire ça en VR. On a fait ça avec 2 voix, une à droite, une à gauche. Et chacune de ces voix a un equalizer qui est ajusté en temps réel. Donc, et qui va régler les gains et les fréquences en fonction de l'angle de l'oreille par rapport au vent. Donc, en fait, l'idée, c'est juste d'essayer de recréer ce qu'on entend en vrai quand on se balade dehors et qu'on entend le vent dans les oreilles. Donc ça, en VR, ça marchait pas mal. Et d'ailleurs, quand on entend ces fréquences dans le jeu, c'est des fréquences assez graves. On se demande pas trop ce qu'on entend, c'est assez naturel. Je pense que c'est quelque chose qui, en flat screen, pourrait induire pas mal de fatigue auditive. Mais l'avantage en VR, c'est que la référence audio qu'on a en tête, c'est toujours le réel. Et donc, on accède beaucoup plus facilement ce type de son qui pourrait être invasif autrement. Ensuite, donc par-dessus ça, on a rajouté encore un autre layer, c'est les rafales de vent en 3D. Donc, c'est des sources ponctuelles qui vont suivre des trajectoires aléatoires qui vont être spawnées autour du joueur, issues des trajectoires dans le sens du vent. Donc, par vent faible, en fait, on les entend quasiment pas, mais elles vont impacter le reste des autres sons. Donc, les bruissements, les sifflements des objets, ils vont monter quand il y a le vent qui passe. Et par vent fort, par contre, on les entend vraiment bien. Et ça apporte beaucoup de relief et de mouvement au vent. Et dans ces moments-là, c'est assez intéressant. Et enfin, donc, la dernière chose sur le vent, cette fois-ci, c'est pas un layer, mais c'est une feature, c'est l'équaliseur global qu'on a mis sur un équaliseur dynamique qu'on a mis sur le bus de vent. Donc l'idée, c'est que dans les niveaux, il y a des zones d'ambiance qu'on place manuellement. Et chaque zone, en plus de lancer des sons, sur chaque zone, on peut définir un réglage de cet équaliseur. Donc quand on passe d'une zone à l'autre, il y a une interpolation spatiale qui est faite entre les différents réglages. Et ça permet, par exemple, quand on est à l'abri, d'étouffer le son du vent. Et quand on est, au contraire, sur une crête très exposée, on booste les basses et le volume. Donc ça permet de créer des petites variations locales sur le vent qui sont super rapides à faire. C'est juste trois valeurs à régler. Et ça donne l'illusion que le vent sonne différemment à chaque endroit. Et d'ailleurs, c'est pas tant une illusion parce que comme c'est pas un rendu quand on est dans une zone, mais vraiment l'interpolation entre chaque zone au fur et à mesure qu'on se déplace, le vent sonne vraiment différemment à chaque endroit où on est. Donc ça, c'est intéressant parce que ça empêche donc d'avoir la monotonie qui s'installe dans le son du vent. Et surtout, ça empêche d'arriver au moment où inconsciemment, on va se dire je suis en train d'écouter un fichier audio. Je pensais que j'étais en train d'écouter le vent, mais en fait, je suis en train d'écouter un fichier audio. Et ça, c'est un moment qui est particulièrement nul en VR parce que c'est un moment où on casse complètement l'illusion et on sort du jeu. Voilà pour l'équaliseur et un petit exemple in-game.
Voilà, voilà. Et donc, je vais rester sur les environnements, mais sur des sujets plus liés à la propagation, avec, pour commencer, les reverbs. Donc, les reverbs, bah, c'est un sujet assez important. Et là aussi, on a essayé d'avoir la meilleure sensation d'espace possible en VR. Et donc, pour ça, on a utilisé des reverbs à convolution. Pour les extérieurs, c'est quand même mieux. Et on a rajouté des réflexions 3D spatialisées. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça rajoute encore de la profondeur à la scène et c'est quelque chose de très précieux en VR. Et un autre avantage, c'est que ça nous a permis d'essayer de typer chaque niveau un peu acoustiquement. Et typer les niveaux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire avec juste des impulses response. Enfin, il faut avoir une bonne sélection, c'est pas évident. Donc, en plaçant les réflexions, c'était quand même beaucoup plus simple. Et donc, ces réflexions-là, on les plaçait sur des falaises, des canyons, des rochers. Et comme c'est des choses qui avaient beaucoup dans le jeu, bah, ça tombait plutôt bien. Côté technique sur les reverbs, donc on a fait ça en mettant des bus auxiliaires 3D dans Wise. Donc oui, là, les bus auxiliaires avec le positioning 3D, qu'on a mis en enfant du bus de reverb à convolution. Donc, on peut voir ça sur la petite illustration. Et sur les bus auxiliaires, donc, on a mis du delay pour gérer le timing de la réflexion et un equalizer pour donner un peu une couleur spécifique aux différentes réflexions. Donc, ce qu'on aurait aimé faire avec ça, c'est passer sur des delays à durée variable qu'on aurait ajusté en fonction de la proximité du joueur aux surfaces réfléchissantes. Ça aurait été plus réaliste et plus immersif probablement. Mais donc, on a essayé de faire ça avec un plugin maison qu'on aurait fait avec Heavy de NDN Audio. On n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais c'est faisable. Donc, peut-être pour une suite. Toujours pour rester dans la propagation, il y a aussi l'occlusion. Donc l'occlusion, on a fait quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire qu'on mesure l'épaisseur d'obstacle entre le listener et l'émetteur. Et honnêtement, ça aurait été un peu compliqué de faire un système plus intelligent, vu l'environnement ouvert qu'on a, avec en plus le sol qui peut changer de hauteur. Mais rien que de faire ce système simple, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que rien. Et parce que déjà, en flat screen, quand on n'a pas d'occlusion dans les jeux, c'est un peu perturbant, qu'on entend un son très très clair alors qu'il est derrière un mur. Ça peut être un peu perturbant. En VR, c'est carrément, carrément gênant, ça peut nous sortir du truc. Donc c'était super important de faire ça. Et voilà, côté Wise, ce qu'on a utilisé, c'est le pipeline natif d'occlusion. Et il est vraiment intéressant ce pipeline parce qu'il différencie occlusion et obstruction. Ça, enfin, on s'en fout, c'est pas important pour nous. On faisait pas du tout la différence entre les 2 d'un point de vue physique. Mais le point intéressant, c'est que, en fait, du côté de Wise, occlusion et obstruction, ça veut dire filtre pré-fader et filtre post-fader. Donc en fait, on peut, avoir, juste le filtre sur le dry et avoir les réflexions et les reverbs à convolution intacts quand on a juste un petit peu d'occlusion. Et ça, c'est vraiment intéressant en termes de rendu. Voilà pour l'occlusion. Et le dernier point sur les environnements, enfin, c'est un peu plus éloigné des environnements, mais ça en fait partie quand même, c'est la musique en VR. Donc, on a rencontré un obstacle assez particulier auquel on ne s'attendait pas spécialement. Il faut dire qu'on ne connaissait pas si bien que ça la VR. Donc, pour raconter un peu, quand on a commencé à chercher un compositeur, on a rassemblé donc des références qui nous plaisaient bien et on a commencé à les tester dans le jeu avec le casque. Et le souci, c'est que même quand ça correspondait super bien à l'univers et à la scène sur laquelle on testait, et ben, le plus souvent, quand on testait en VR, ça marchait pas. Enfin, il y a un truc qui fonctionnait pas. On avait l'impression, en gros, ouais, parce qu'on avait l'impression que notre personnage, il était en train d'écouter un baladeur et on n'avait pas l'impression qu'il y avait une espèce de fusion magique entre la musique et l'image qu'on peut avoir au cinéma ou dans les jeux vidéo en flat screen. Et donc, ce qu'on pense, en fait, c'est que ça provenait d'un genre de dissonance entre l'espace acoustique de la musique, donc l'espace acoustique du studio d'enregistrement, l'espace acoustique de la reverb que l'artiste a choisi, et d'un autre côté, l'espace acoustique du jeu, donc la grotte, le désert, le canyon. Et donc, on a cherché des solutions à ce problème-là, notamment en spatialisant la musique à l'intérieur du jeu avec Wise. Bon, on a trouvé des petits trucs, mais c'était jamais ultra concluant. Et heureusement, Rolly, donc notre compositeur, il a eu une super bonne intuition à ce sujet-là.
Et en fait, il a travaillé en alternant sans cesse création musicale et casque VR. Donc, il avait son poste de truc, le casque VR, et il alternait en continu. Et en faisant ça, il a toujours réussi à s'insérer musicalement au bon endroit acoustiquement dans chaque scène. Et lui-même, il nous a dit que quand il essayait des trucs, il fallait vraiment qu'il aille sous le casque VR pour savoir si ça allait fonctionner ou pas. Il pouvait pas savoir a priori si ça allait marcher ou pas. Enfin, j'imagine à la fin un peu mieux, mais enfin, voilà. Donc pour nous, ça a été quand même un gros soulagement de savoir que la solution n'était pas forcément de notre côté. Et du coup, le résultat, c'est que ça a fait une musique originale qui est quand même vachement imbriquée dans le sound design. Et que d'ailleurs, quand on écoute dans le jeu, c'est pas toujours évident de faire la différence entre l'un et l'autre. Donc de notre côté, on a quand même spatialisé quelques fois la musique pour essayer de l'intégrer encore plus dans l'environnement et par exemple la lier à des objets dans les scènes. Et ben, je crois que c'est tout pour la musique. Donc on arrive à la fin. Je vais essayer de récapituler un petit peu les différents thèmes abordés. Donc d'abord, on a parlé des méthodes qu'on a mises en place pour interpréter les données physiques de la simulation. Ensuite, on a parlé de comment on peut profiter de la flexibilité de la simulation pour la contrôler avec l'audio. Et du coup, créer du lien audiovisuel et essayer de renverser la dynamique classique où c'est l'audio qui essaie de suivre le reste comme il peut. Et enfin, on a parlé de comment on a essayé de construire et d'entretenir l'illusion de présence via l'environnement audio, en brouillant la spatialisation, en superposant les layers et en ajoutant des détails et des comportements dynamiques pour essayer de renforcer cette illusion. Et je crois que c'est tout. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté Bah écoute, c'était super à ce talk. intéressant, super dense. J'espère que tout le monde a bien. En tout cas, il y a eu pas mal de questions. J'espère que Euh, c'est pas trop dense. Et ça continue. Mais ce qui est impressionnant, c'est vraiment le niveau d'implication et de détails que vous avez mis dans Mais les le gens ne jeu. se doutent pas. Hein. C'est incroyable en fait que limite tout suit le son. c'est c'est vraiment C'est impressionnant. pas à ce point-là, mais ouais, J'exagère. c'est souvent, c'est régulièrement le cas et c'est cool. Ah ouais, les gens sont super impressionnés. Mais ça, il faut dire. Donc là, les remerciements sont à lire, bien sûr. Et donc, merci à Floriane pour tous les sons que vous avez entendus, qui sont très beaux. Et merci à Eric, parce que finalement, c'est lui qui, quand il a démarré le projet, s'est dit je pense qu'il y a un coup à jouer sur l'audio là. Et, et c'est lui qui a choisi d'avoir une équipe audio de cette taille-là et de mettre autant d'investissement dans l'audio. Donc, Oui, parce que ce qui est impressionnant aussi, c'est le nombre de casquettes que vous avez pu porter dans votre travail, parce qu'en fait, il y a eu un peu l'étude des animaux, de comment ils vont faire leur bruit, etc., l'étude des matériaux, et ça, évidemment, du son que font les matériaux, comment on réagit, nous, en VR, quand on entend quelque chose, est-ce qu'il faut que ça nous paraisse logique, la personne va se tourner et il faut que le son suive, enfin... Et énormément de mathématiques. Donc c'est vraiment un nombre de casquettes que vous avez. On n'a pas eu trop de temps pour faire ce projet. Ah, alors ça fait partie des questions, mais si tu veux, on va passer. On a 10 petites minutes d'avance, mais on peut passer Ok, aux questions si tu veux. Donc hop, il allons-y. faut Oui. couper ta diffusion d'écran du coup. Oui. Enfin, paf. Magnifique, merveilleux, me revoilà. Donc oui, je disais qu'on a eu quand même pas mal de questions, même si le chat était ébloui par tout ce que tu racontais. C'est vrai que c'était impressionnant. Alors, justement, sur ce que tu disais, sur la longueur de... Voilà. Il y a Urk qui demande combien de temps pour la production, recherche et développement comprise. Alors, je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question parce que je suis pas arrivé au tout début du projet. Euh, Moi, j'ai passé, je pense, 2 ans et demi, 3 ans sur le projet. Mais Floriane, par exemple, est arrivée vraiment au tout début. Elle a fait beaucoup de recherche et développement au début du projet. Elle, je pense qu'elle a passé 4 ans en tout dessus. Et après, le reste de l'équipe, donc les programmeurs qui étaient vraiment à la base de la tech, et Eric, qui lui était carrément au tout début de la conception, je crois qu'en tout, ils en sont à 6 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. 5-6 ans. D'accord. Peut-être que je dis des bêtises, il faudra confirmer avec eux, mais je crois que c'est ça. Ouais, donc ok. Alors, il y a une question, je sais pas si je vais bien prononcer parce que il y a des questions très techniques, au secours.
qu'est-ce que tu penses des nouvelles technologies de son Ray Tracé présentées récemment, RTX Audio et puce sonore PS5? Et alors, j'ai regardé un peu la présentation PS5. Bah déjà, c'est super cool qu'il y ait du hardware dédié à l'audio, ça fait plaisir. Le ray tracing audio, je pense que ça peut être vraiment super bien. Alors, moi, je suis un peu blasé parce que à chaque fois, je peux faire que des jeux en extérieur où donc le ray tracing, c'est un peu compliqué à mettre en place. Et parce que déjà avant ça, il y avait Ghost Recon Wildlands où bah, c'est les grands extérieurs, il faut trouver d'autres solutions. Aussi Mais, du sable et des... mais pour des jeux en intérieur, ça peut être vraiment super intéressant. Après, le HRTF PS5, j'ai l'impression qu'ils sont encore pas mal en recherche pour trouver des trucs qui conviennent à tous les types d'oreilles. Mais bah, c'est vachement intéressant, ouais, c'est sûr. J'ai oublié aussi, pas une question, mais une remarque. Tu es désormais adoubé par le chat sculpteur du son. Donc tu peux l'ajouter à ton CV. C'est totalement reconnu par toutes les personnes qui ont assisté à ta conférence ce soir. Merveilleux. Sculpteur de son, c'est toi. Alors, peux-tu résumer en 3 mots pourquoi il faut bétonner le son dans un jeu? Ce serait la question de Louis, donc ce serait pour les étudiants. Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants pour leur faire comprendre que le son, il faut y aller? Bah, bah, c'est vachement sous-estimé en fait. Enfin, C'est ce qu'on ça, disait avant. c'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'imagine pas ce que ça peut apporter, mais tous les projets que j'ai faits, entre le moment où il n'y a pas de son et le moment où d'un coup le sound design arrive et les gens découvrent, mais ils ont un air émerveillé, genre ça y est, Frankenstein a pris vie, quoi. C'est vraiment, enfin, la créature de Frankenstein a pris vie, pardon. Mais voilà, enfin, c'est super important, ça peut vraiment plonger dans une ambiance enfin, c'est vraiment ça qui amène la vie dans le projet, quoi. Exerve dit hearing is believing. Waouh. Ouais, exactement. Exerve, philosophe. Voilà, je sais plus qui disait que le son c'était 50% de l'expérience au cinéma, Ouais, mais en VR c'est encore plus. oui, parce que la VR ajoute en plus, comme tu disais, le déplacement. Enfin, en plus, vous aviez ce challenge-là de faire un monde, un écosystème. Enfin, c'est assez incroyable. Et du coup, vous avez créé une sorte d'écosystème de techno qui interagissent. Enfin, c'est assez impressionnant de voir comment tout est embriqué autour de cette idée d'écosystème. Vous avez calqué un peu l'idée d'écosystème sur votre façon de travailler, enfin sur la technique que vous utilisez, les techniques que vous utilisez. Monsieur Guitoun te demande si techniquement ce serait également possible sur Oculus Quest ce que vous avez fait. Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. Finalement, en tout cas en audio, les features du PSVR qu'on a utilisées sont pas irremplaçables. Il y a pas mal de solutions qui existent sur PC et après, bah, les PC maintenant sont quand même largement aussi puissants que la PS4, donc oui, c'est possible. Et ben justement, Swanounet te demande par rapport à ça, tous ces layers plus les sons gameplay qui ont l'air d'être aussi layerés, est-ce que ça fait pas un peu trop pour la PS4? J'imagine que non. Enfin, j'imagine que vous avez réglé le problème. Ça va. Après, chaque projet a ses contraintes. Là, c'était un jeu qui, par certains aspects, était super ambitieux et par d'autres assez light. Genre en mémoire, en espace disque, bah, on a eu des combats, mais c'était pas non plus super intense. Donc en audio, par exemple, on a eu genre 700 mégas de son en mémoire. Et on avait un processeur de la PS4 pour nous, donc c'était quand même un peu confort. Et après voilà, il y a quand même cette histoire de gestion des voix au niveau. Ça c'était indispensable, et si on l'avait pas fait, ça aurait craqué complètement. Et alors toujours d'un point de vue tech et coût en CPU, les reverbs à convolution sont-elles beaucoup plus coûteuses en CPU qu'un DSP de reverb classique? C'est une question de Thomas Vatar. Oui. Est-ce que tu peux la refaire? Tout à fait. Oui, c'est lourd, hein. Les reverbs à convolution, c'est sûr qu'il faut le prévoir dans le budget. Je sais plus combien ça monte, mais c'est peut-être 4% du budget. Oui. Et si on a plusieurs qui vont blender entre elles, heureusement on n'a pas trop, ça peut encore plus monter.
Mais c'est ça l'avantage de faire le système avec les réflexions, c'est que finalement, les réflexions, elles rajoutent juste des delays et des EQ, et après, elles passent dans la convolution, mais il n'y a qu'une seule convolution au final. Donc ça, c'est... Et oui, Yeah. ça coûte beaucoup plus cher. Alors, j'ai des questions qui se rajoutent en même temps. Est-ce que le vent des seuils ont été utilisés également? Le changement d'EQ, de EQ, m'ont Oui, paru... equalizer, oui. Ah oui, equalizer, d'accord. M'ont paru abrupt lors de la montée sur la crête. Je me demandais s'ils avaient mis en place le même système de seuil d'hystérésie. Je l'ai dit du premier coup. J'aimerais un peu d'applaudissements dans le chat, s'il vous plaît. Le point de Sound Source, c'est une question de Proc Panda qui visiblement s'y connaît. J'ai pas entendu la toute fin de ce que tu as dit. C'est parce qu'ils applaudissaient trop fort. Merci dans le chat. Alors, donc, le changement d'EQ, d'equalizer, m'ont paru abrupt lors de la montée sur la crête. Je me demandais s'ils avaient mis en place le système de seuil d'hystérésie, les points de Sound Source. Ah, mais il n'y a pas de fin à cette question. Ou alors, il manque un point d'interrogation. Je me demandais s'ils avaient mis en place le système de seuil d'hystérésie, les points de Sound Source. Bon, je vais essayer de répondre à la première partie de la question que j'ai parce que j'ai comprise. l'impression qu'il manque des mots. Et alors, en fait, je vais d'abord répondre à la fin. Les sound sources ne sont pas en rapport avec le système de vent. Il n'y a pas de sound source dans les systèmes de vent. Par contre, donc, pour les transitions d'ambiance et d'EQ, il n'y a pas de système de seuil parce que en fait, les interpolations sont spatiales. C'est-à-dire que l'interpolation, elle va se faire avec la distance par rapport à la zone. Donc, il n'y a pas de moment où l'EQ se déclenche. C'est vraiment c'est progressif. Donc, si c'est abrupt, c'est que ça a été designé abrupt. C'est que ça a été choisi que ce soit abrupt. Et en l'occurrence, c'est un niveau où, en fait, quand on passe une certaine altitude, d'un coup, là, le vent est beaucoup plus fort et les créatures se font souffler à partir de cette altitude-là. Donc, c'est pour ça, quand j'ai fait la vidéo, au moment où on arrive à cette altitude-là, là, ça souffle à mort. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître un peu abrupt. Ok. Mais il y a des transitions, puis il y a un petit smoothing temporel quand même sur les EQ pour pas que ça soit trop cut quand on se téléporte. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc si on se téléporte, ça va pas non plus faire une Non, espèce de marche. Non. Ok. Non, il y a D'ailleurs, pour le téléporte, je fais une parenthèse très très rapide, mais il y a des systèmes pour smoother un peu le comportement en téléporte parce que c'est pas très agréable d'avoir des objets qui changent de panoramique d'un coup, d'avoir des objets qui se rapprochent d'un coup. Ça peut faire pas un effet clic, mais pas loin, et c'est pas super chouette. Donc, du coup, il y avait un listener qui suivait la caméra, mais un peu smoothé pour faire que les mouvements en audio soient plus fluides qu'en visuel. Voilà. Quel style. Tom Avatar, à nouveau, te demande si tu as de l'expérience côté prog DSP. Non, pas du tout. Ah oui. Zéro. J'ai déjà pas de formation de programmeur à la base. Je me suis formé au C# un peu sur le tas. Okay. Mais j'ai pas de formation DSP. Ça a l'air super intéressant et super compliqué. Et une question intéressante de Louis d'ailleurs. Est-ce que selon toi, le son peut permettre d'adoucir même légèrement le motion sickness induit par la VR ? Est-ce que ça pourrait être possible d'une manière ou d'une autre de calmer cet effet-là juste par du son ? Alors, d'un côté, ça peut aider à se sentir plus quelque part et moins dans un truc virtuel un peu chelou. Donc de ce côté-là, oui, mais bon, quand même d'expérience, le motion sickness, j'ai l'impression que c'est quand même très lié aux yeux et au visuel. À l'oreille interne, tout ça. Ouais. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai été malade, c'était vraiment juste un truc qui va pas sur les mouvements, qui est pas totalement raccord. Après, j'imagine que si tu fais, tu sais, les premiers trucs en VR qui étaient montrés, c'était l'espèce de montagne russe où ça descendait d'un seul coup et les gens y tombaient. J'imagine que si tu fais ça sans le son ou avec un effet bulle, peut-être que c'est moins impressionnant du coup. C'est vraiment. Je sais pas. J'ai surtout l'impression que c'est la déconnexion entre oreille interne et ce qu'on voit qui fait l'effet de motion sickness. Oui, c'est ça. Normalement, enfin ouais, de ce que j'ai lu aussi, c'est vrai que c'est censé être ça. Mais j'ai jamais essayé avec, sans son, des trucs qui font un peu gerber pour voir ce que ça change. Une autre question toujours technique de Louis par rapport au système de marqueurs sur tout le corps d'une créature qui déclenche des événements spécifiques. Ça veut dire que si la créature tombe sur le dos, il n'y aura pas de bruit d'immersion tant que l'eau n'aura pas atteint les marqueurs ? Oui, alors donc marqueurs, c'est les points qui ont été attachés au sound source. Oui, c'est ça. Et du coup, il fallait qu'on fasse en sorte que les points soient quand même représentatifs de la masse de la créature.
parce qu'effectivement, si une créature est mal taguée sur ses points, elle peut tomber sur le dos et on peut ne rien entendre. Donc, c'était à nous de faire en sorte que les points quand même répondent à la majeure partie des situations que la créature allait rencontrer. Et il y a peut-être aussi le fait que l'eau, elle, rencontre un impact, ça fait aussi du son qui vient de l'eau. Non, Non, du tout. pour l'eau, il y avait des sons de simulation de fluide, ça, j'ai pas du tout abordé dans la présentation. Mais par contre, les interactions des créatures avec l'eau, c'était entièrement géré du côté des créatures, parce qu'en fait, les fluides, c'était sur le GPU, donc c'était pas évident d'y accéder. Ok. Et comment on teste jusqu'au bout du bout un système qui se veut organique et aléatoire et qui veut paraître naturel? Eh ben, on teste pas jusqu'au bout du bout. On teste le plus possible. On demande aux gens de l'équipe de tester avec un casque pour que eux aussi puissent remonter s'ils entendent des trucs bizarres. Et puis, on avait des scènes de test où on triturait les créatures dans tous les sens pour essayer de voir comment elles réagissaient. On les maltraitait un peu. Oh non, on l'a vu en plus. Ça va être dénoncé. Oui. Mais on essayait au max, mais après, forcément, en gameplay, il y avait des moments où elle faisait des trucs qu'on n'avait pas prévus. Et d'ailleurs, on m'a remonté un bug PS4 qui est probablement dans la version qui a shippé, où les créatures font un son bizarre à un moment. Bon, c'est comme ça arrive. Il y a le retour du motion sickness, donc une faute. Ah, le retour du motion sickness est parti. Ah non, il est là. Ok, pardon. Est-ce qu'à l'inverse, à défaut de provoquer du motion sickness, le son peut-il provoquer de forts désagréments spécifiques à la VR, quelque chose que vous auriez découvert et qui sont différents de ceux qu'on connaît dans les jeux flood screen? Alors, il y avait la musique déjà tout à l'heure que tu disais, même si elle était très bien. C'est les trucs liés à casser l'immersion, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment des gros gènes ou des gros désagréments, mais moi personnellement, c'est des trucs qui me choquent un peu. Et du coup, on a testé des jeux VR un peu pour voir ce qui se faisait et ce qui marchait et ce qui marchait pas. Et certains jeux, justement, on avait la musique balancée telle quelle ou une ambiance balancée telle quelle sans effort un peu sur la spatialisation. Et tout de suite, il y a un truc où on se dit, mais c'est pas le son de l'endroit où je suis, quoi. Du coup, on prend beaucoup plus de distance d'un coup avec le jeu et c'est pas très agréable. Après, des gros désagréments, non. Je dirais plutôt l'inverse, qu'on est plus tolérant aux trucs extrêmes en VR. En termes de dynamic range, on s'est permis des trucs que clairement on ne se serait pas permis sur un jeu flat screen, d'aller dans le très, très doux ou d'aller dans le extrême. Après, j'ai pas eu beaucoup de retours de joueurs, je sais pas si ça a dérangé ou pas, mais en dynamic range, on est quand même allé pas de main morte. Et pareil, sur la fatigue auditive, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus tolérant en VR parce que on n'était pas devant un écran, on n'était pas agressé par un son d'écran, on entendait un truc qui venait tout autour de nous, donc on était prêt à accepter que ça soit plus fort. Et puis c'est plus naturel aussi dans la vie, il y a des sons qui sont plus doux, pas fluides mais plus subtils, et il y a des trucs qui arrivent d'un seul coup. C'est ça. Et du coup l'immersion n'en est que renforcée, quoi. Finalement c'est plus crédible encore que... C'est vrai, nous on l'a fait pas parce qu'on avait envie de mettre une dynamic range de fou, c'est parce que on trouvait que ça manquait un peu de patate par rapport à la référence qu'on a tous, qui est la vraie vie, quoi. Quelle référence. Il y a Pixnick qui te demande, qui est tranché à mort entre se former vers un profil super technique comme toi, mais la casquette plus artistique t'a-t-elle manqué à un moment donné? Oui, enfin, c'est cool. Après, je sais pas. Sur ce projet-là, c'était tellement ultra intéressant, tous les systèmes qu'il y avait à faire, et que ça m'a pas tant manqué que ça, surtout qu'en plus, je m'entendais très bien avec Floriane qui créait tous les sons. Donc, je me disais, enfin, je pense que j'aurais été incapable de faire des sons aussi originaux que ce qu'elle a fait elle. Donc, j'étais très content d'être à ce rôle-là. Mais c'est sûr que c'est une question à se poser et que je me pose encore moi. Et j'aimerais pas finir par être un programmeur audio pure souche. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Ça restait encore hyper créatif parce que tu es le sculpteur de son. Donc il y a quand même cette idée de on te donne une matière un peu brute et toi tu vas l'adapter au jeu. Oui, il y a une part créative à fond. J'étais pas du tout un exécutant de features qu'on me demande. Est-ce qu'on a d'autres questions avant la dernière question que je garde pour la fin?
Quid de la qualité des casques audio dans la VR? Est-ce que le périphérique rend autant justice à l'audio que le casque ne rend justice à l'image? Et ben, ça c'est une question aussi qu'on s'est posée sur la fin, mais qui était qui pouvait être un peu frustrante. Donc nous, on visait le PSVR exclusivement. Le PSVR est fourni avec des petits écouteurs intra-auriculaires et honnêtement, ils sont pas top, quoi. C'est pas terrible. En plus, ils sont super bien intégrés dans le design du casque. Il y a des petites accroches tout le long. On a vraiment l'impression qu'on peut pas les enlever. Et du coup, je pense que je n'ai pas de statistiques, mais je pense que le pourcentage est énorme des gens qui utilisent le casque natif du PSVR. Et du coup, non, oui, ça rend pas justice. C'est pas un bon système d'écoute. C'est assez rageant. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire En fait, il y a 3 modes de dynamic range dans les réglages du jeu au début, dans la calibration. Et donc, j'ai mis le mode haute dynamic range pour tout le monde. Et le mode low dynamic range, j'ai mis c'est pour les écouteurs intra-auriculaires, sous-entendu ceux qu'on vous vend par défaut. C'est pour les trucs nuls qui sont avec le... et du coup, un truc que j'ai fait, c'est que j'ai caché, en fait, il y a un petit equalizer qui vient essayer de corriger les défauts de ces écouteurs intra-auriculaires. Donc quand on masse en mode low dynamic range, on pense qu'on a que la low dynamic range, mais on a aussi un petit EQ qui vient essayer de corriger les défauts des écouteurs. Mais bon, excellent. C'est le seul petit truc. Mais voilà. Et du coup, il y a plusieurs questions. Enfin, est-ce que du coup, il y a prévision plus tard d'éventuellement porter le jeu sur d'autres systèmes de VR ou... Je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Il va falloir étudier tous les sons dans tous les casques. Quel enfer. Écoute, dernière question alors de La Poule Noire TV. Enfin, La Poule Noire TV et Thibaut35 qui te demandent sur quoi tu bosses en ce moment. Donc il n'est pas habilité à répondre. Et est-ce que tu as des projets pour la suite? Il n'est pas non plus habilité à répondre à cette question. Sur quoi je bosse je bosse toujours chez Pixel Riff, ça je peux te dire. Et je bosse aussi pour un studio qui s'appelle justement La Poule Noire. On voit que la question est intéressée. On m'a trahi. Pour leur prochain jeu. Et puis peu à peu, je vais transitionner sur d'autres projets freelance potentiellement qui sont encore à déterminer. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, il est dispo. Remets la slide avec ton contact et tout. Ah oui, c'est ça. Et de toute façon, les contacts, vous les avez aussi sur les tweets de la Donne. Donc vous avez au moins son Twitter, etc. Donc n'hésitez pas, c'est le sculpteur de son. Pensez-y. Vous en avez besoin pour votre prochain projet. Alors, c'est pas du tout mon handle Twitter. Je peux essayer de faire un autre. Mais grave, mets ça dans ta bio. Je suis le sculpteur de son officiel. Écoutez, je pense que cette conférence est désormais terminée. Merci beaucoup d'être intervenu pour cet add-on un peu particulier. Merci à toi. C'était super intéressant, c'était super dense, mais en même temps très pédagogique, hein, parce que je pense que tout le chat, même en n'étant pas hyper techos, a quand même compris les grandes lignes. Donc c'était vraiment super. C'est fini pour aujourd'hui, la donne. Je suis désolée de vous annoncer ça, mais cette mauvaise nouvelle ne vient pas seule, elle vient avec une bonne puisque ça continue demain et jusqu'à jeudi. Demain, vous avez rendez-vous avec Pierre-Vincent Cabour et Anaïs Lehou qui vont animer et Exerve quand même. Pour la conférence Four Tales, jouer la carte de la créativité sans contrainte. Donc encore des histoires de créativité toujours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette intervention. Je vous dis à demain également et passez une très bonne soirée. Au revoir.